Bonjour à tous, merci, on va commencer donc la conférence. Donc merci et bienvenue aujourd'hui dans le campus de l'ISEE Super-Héros dans le cadre de ces portes ouvertes 2023. Comme chaque année, c'est l'occasion pour les alumni, pour l'association des alumni de Super-Héros et de l'ENSICA, de proposer une conférence thématique, cette année axée autour de la Lune. On a effectivement voulu se pencher sur ce nouveau projet lunaire, ou plutôt renouveau, et qui rebat beaucoup de cartes en réalité. On le dit souvent, les sciences et les technologies d'exploration sont un accélérateur du développement durable et génèrent déjà aujourd'hui des solutions innovantes sur Terre. Elles aident à rendre la vie sur Terre plus productive, plus propre, plus durable donc, dans un monde où on comprend l'importance de cette approche plus responsable. L'exploration spatiale, c'est aussi bien sûr intrinsèquement passionnant. C'est un domaine inspirant, motivant et en particulier pour la prochaine génération. Et on constate ici à Super-Héros très souvent l'impact de nos alumni astronautes, des impacts sur les jeunes, sur les moins jeunes, qui sont générateurs de questions ou de vocations. Cet engouement international, il est à l'image de nos étudiants. En fait, on voit dans le monde entier l'intérêt pour le spatial qui s'étend à travers différents pays qui souhaitent développer des stratégies dans le spatial pour plusieurs raisons, pour la science, pour l'exploration, mais aussi pour des opportunités économiques ou pour des besoins géopolitiques et militaires. L'un des nouveaux fers de lance, en l'occurrence, c'est la Lune et l'engouement que ça génère. Donc c'est un nouveau regard qu'on développe par rapport à celui qui a été développé dans les années 70, cependant. Y aller, mais cette fois pour y rester et potentiellement comme une étape pour d'autres explorations plus lointaines. En tout cas, plus que toute autre activité spatiale, l'exploration de l'espace offre un mélange unique de curiosité, d'opportunité, de curiosité pour s'aventurer dans l'inconnu, à la recherche de nouveaux horizons, de nouvelles connaissances et l'opportunité aussi de restituer à la société les nombreux bénéfices de cette recherche. Aujourd'hui, ce mélange il est propre d'intérêts très croisés, que ce soit de la manière technologique, scientifique, avec de l'ingénierie, de la mécanique spatiale, de la biologie, mais aussi des points de vue plus économiques, politiques qui tournent autour, et la mise en place d'une économie lunaire, qui nécessite une collaboration internationale, un droit lié par exemple, ce qui est tout à fait des questions qui sont aussi en droit d'être posées, et notamment à Super-Héros. Donc aujourd'hui, Super-Héros est au cœur de ces enjeux. On vous propose une conférence pour mettre en exergue ces enseignants, ces laboratoires, ces étudiants, ces alumni, et la manière dont on envisage aussi cette nouvelle approche du spatial pour la Lune. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 3 intervenants. Stéphanie Lizy-Détré, donc Super-Héros 95, qui est une professeure à Super-Héros en génie des systèmes spatiaux. Elle est également la cofondatrice du Space Flight Institute, qui est le premier programme de certification d'astronaute commercial. Jean-Luc Morel, donc chercheur à l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine depuis plus de 20 ans, spécialiste des neurosciences appliquées à l'exploration spatiale justement, et puis Alban Guillaumarche, doctorant en droit spatial à Panthéon-Assas et coordinateur du groupe de travail de l'Association nationale de la recherche et de la technologie, la NRT, qui s'appelle Objectif Lune, et c'est un groupe de travail qui réunit des acteurs du spatial et du non spatial pour conjuguer leur vision d'une expansion durable sur la Lune. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. J'appelle Stéphanie, the floor is yours. Et voilà, bonne conférence à tous. Bonjour, bienvenue. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir sur notre beau campus. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des défis que représente l'exploration de la Lune. Donc, mes planches sont en anglais, mais je vais vous parler en français. Donc, un peu de contexte pour commencer cette conférence. Déjà, un petit contexte historique. La Lune, effectivement, on y retourne. On y a déjà posé le pied. Et lorsqu'on regarde l'exploration, qu'elle soit habitée ou robotique, on observe 2 grandes phases. La première qui a démarré dans les années 60, qui est bien connue de la conquête spatiale, où on avait 2 acteurs majeurs avec les États-Unis et la Russie, et une autre plus récente, où on voit vraiment une dynamique croissante de l'arrivée de nouveaux États, de nouveaux pays, de nouveaux acteurs. Donc, il y a 3 endroits, il y a 3 espaces d'intérêt. On va avoir effectivement la surface de la Lune, mais aussi les orbites autour de la Lune et les orbites dans un environnement qu'on appelle l'espace cislunaire. Donc, c'est l'espace qui se situe entre la Terre et la Lune avec différents types de familles d'orbites.
Donc, il y a différents types de véhicules dont on a besoin et d'intérêt, que ce soit pour des missions robotiques ou des missions habitées. Donc, on va retrouver des impacteurs, donc des objets qui vont aller rentrer en collision avec la surface de la Lune. On va avoir des orbiteurs avec différents types de missions, que ce soit pour de l'observation ou pour des sciences, des atterrisseurs, des rovers, donc pour se déplacer sur la surface, des véhicules pour remonter depuis la surface, des véhicules pour rentrer vers la Terre, et voilà. Donc, dans ce contexte, ce que l'on peut voir à l'époque de la compétition entre le bloc soviétique et le bloc américain, c'est qu'il y a eu de nombreuses tentatives, qu'elles soient robotiques et habitées, avec malheureusement, beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. Et l'histoire n'a fait que le confirmer très récemment, puisque toutes les missions qui ont visé la Lune récemment n'ont pas toutes réussi à se poser de manière optimale. Là, quelques petits en retour en images sur les missions, les dernières missions, et la dernière mission, Apollo 17. Donc, voilà, la Lune qui nous fait rêver et dont on va parler aujourd'hui justement ensemble, pendant ces quelques minutes, sur les différents systèmes dont on a besoin pour pouvoir réaliser les missions d'exploration de la Lune. Donc la question principale que je souhaite adresser dans cette présentation, c'est vraiment quels sont les enjeux techniques et scientifiques pour une exploration responsable et soutenable de la Lune, et comment on y va différemment cette fois-ci. Pourquoi je le pose en ces termes-là? Parce que le retour vers la Lune, il fait partie d'une feuille de route internationale posée par les grandes agences spatiales qui commence avec les missions autour de la Terre, avec les deux stations spatiales, l'ISS et la station chinoise. Une étape intermédiaire qui est l'exploration de la Lune, parce que tout le monde a comme objectif final une exploration habitée de Mars. Cependant, en complément de ces missions institutionnelles scientifiques, on voit émerger un grand nombre d'initiatives et d'ambitions économiques et privées. Donc, c'est des nouveaux entrants dans ce secteur-là, puisque le domaine spatial arrive à une maturité qui permet justement aux entrées d'entreprises privées. Et donc, il faut le prendre en compte dans l'écosystème pour permettre à tout le monde de bénéficier de cette dynamique. Donc, dans mon exposé, alors ne vous affolez pas, l'agenda est bien détaillé, mais on va quand même passer rapidement. Donc, dans l'agenda d'aujourd'hui, je vous ai présenté rapidement le contexte. On va parler de l'environnement lunaire et quel est l'intérêt justement d'aller vers la Lune pour des raisons scientifiques ou des raisons techniques. Ensuite, on parlera des challenges techniques qui correspondent. Et puis, je vous présenterai en une planche quelles sont les activités de recherche que mon équipe conduit à l'ISAE Super-Héros sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, si vous voulez les rencontrer, ils sont dans le bâtiment 11, au niveau de l'entrée du bâtiment. Donc, l'environnement de la Lune. La Lune, donc c'est un des deux compagnons du système Terre-Lune qui a une place, un rôle très important dans le système solaire, un rôle assez unique. Déjà par le rapport des masses entre les deux objets, et puis par la distance entre la Terre et la Lune qui est de l'ordre de 380 000 kilomètres, c'est-à-dire que si vous y mettez suffisamment d'énergie, vous pouvez partir de la Terre et arriver sur la Lune en 3 ou 5 jours. Ce qui fait que c'est accessible, que c'est abordable. Ensuite, la Lune, elle a une véritable diversité de terrain, de son sol, par rapport à son histoire. Et si on regarde la photo de la Lune là, qui est tout en haut, on voit qu'on a des zones grises, qui sont plus claires, des zones plus foncées. D'ailleurs, si vous regardez la Lune à l'œil nu, on voit ces différences géographiques. Et là, il y a deux intérêts. Donc, celles qui sont les plus claires, c'est ce qu'on appelle les highlands. Ce sont les zones qui sont les plus anciennes. Et celles qui sont plus foncées, qui sont un peu de forme circulaire, on va appeler ça les mers lunaires. Et donc, comme on a des zones différentes, on va trouver des matériaux, une composition chimique qui va être différente et également des épaisseurs qui vont être de taille différente.
Donc on voit une diversité de terrains donc, qui forcément éveille la curiosité scientifique pour la comprendre, mais un environnement qui est extrêmement hostile pour l'humain, mais aussi pour les systèmes que l'on conçoit. Une nuit de à peu près 14 jours, donc il faut être capable d'y survivre. Donc on a bien vu la dernière mission Chandrayaan-3, la mission indienne qui s'est posée au pôle Sud avec succès. Elle a beaucoup de difficultés à se réveiller après sa première nuit lunaire. On s'était prévu, mais ils espéraient malgré tout d'y arriver. Ensuite, on va vivre des températures extrêmes. Quand on est dans l'ombre, quand on est dans la nuit, il fait extrêmement froid, moins de 130 degrés. Par contre, quand on est exposé en plein soleil, on n'a pas d'atmosphère qui va venir réguler les températures et il fait extrêmement chaud. Également, on est exposé de manière continue aux radiations qui sont issues de l'activité du Soleil, mais également au fond cosmique. Donc, il faut pouvoir se protéger contre ces radiations. Sur Terre, on a la chance d'avoir le champ magnétique terrestre qui nous en protège. Là, c'est pas le cas. Et aussi, on peut être exposé aux impacts des micrométéorites. Ensuite, on a quand même une toute petite atmosphère autour de la Lune qui s'appelle l'exosphère, mais qui a une pression atmosphérique qui est extrêmement faible, donc qui n'est pas suffisante pour faire voler un drone ou un avion. On a une gravité qui est 1/6 de celle que l'on connaît, donc ça veut dire qu'il faut s'adapter d'un point de vue des systèmes, mais aussi d'un point de vue physiologique. Et la Lune, il faut l'avoir au niveau de ces 3 dimensions. C'est un objet dans le système solaire, c'est un corps céleste, mais c'est aussi une surface sur laquelle il y a une activité et beaucoup de phénomènes qui s'y déroulent. Donc là, cette planche-là, mais je vais la passer rapidement parce que j'ai déjà commenté ces éléments-là, c'est comment on passe justement, si vous vous souvenez de la feuille de route, de la Terre à l'orbite basse, à la Lune, et justement comment les principales caractéristiques évoluent entre les 3 environnements et comment il va falloir s'y adapter. La Lune, c'est aussi une opportunité de ressources. Donc là, vous avez une carte justement colorée qui montre en fonction des différentes zones la répartition des matériaux. Donc il y a sur la Lune de quoi permettre d'y vivre et d'y travailler, évidemment avec un effort, hein, on ne peut pas juste se pencher et récupérer, mais il y a de quoi produire de l'eau, de l'oxygène, des métaux pour y construire des habitats et pour y vivre. Il y a également de quoi supporter des activités spatiales, c'est-à-dire fabriquer du carburant pour pouvoir ravitailler des véhicules et également pouvoir récupérer des matériaux, enfin des composants qu'on appelle les éléments rares terrestres pour certaines activités terrestres. Donc on y voit bien des ressources qui ont de l'intérêt pour les missions spatiales. Alors je vous ai listé ici un certain nombre d'enjeux scientifiques qui nous animent en partie. Il y en a certainement d'autres. Moi j'ai mis ceux qui m'intéressent au premier ordre. Déjà, la Lune, c'est un merveilleux endroit pour se poser la question de l'origine de la vie sur Terre et également de son évolution possible. C'est aussi l'opportunité de comprendre les origines des planètes et se poser la question de y a-t-il d'autres formes de vie quelque part ailleurs dans l'univers. La Lune nous permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement spatial, d'y déployer des expériences et également de réfléchir comment, en combinant toutes ces sciences-là, on peut apporter en tout cas des propositions pour une présence humaine durable et de longue durée sur un autre corps céleste. Si on veut aller explorer Mars en surface avec des équipages, il faut se poser cette question-là sur la Lune. Alors évidemment, derrière tout ça, il y a des véritables défis techniques, comme par exemple, quels sont les nouveaux matériaux dont on peut avoir besoin, quelles sont les nouvelles technologies dont on a besoin pour explorer la Lune de manière différente, quelles sont les ressources locales et comment on fait pour les identifier, comment on fait pour les utiliser sur place. Et également, comment on peut faire rendre du bénéfice à la Terre, enfin du retour vers la Terre des sciences que l'on peut déployer depuis la Lune.
Donc tout ça en gardant en tête que la Lune est une étape pour se préparer à l'exploration habitée de Mars. Donc là, je vous ai listé quelques-uns des challenges, des défis qu'il faut être capable de lever. Donc il faut notamment réfléchir à l'architecture, à la conception de tous ces équipements dont on a besoin pour explorer la Lune et de manière permanente et de manière durable. De développer des services de communication, de navigation autour de la Lune pour apporter du soutien à tous ces équipements. De réfléchir à la question de l'utilisation des ressources de la Lune. De réfléchir aussi à des nouveaux systèmes de transport, qu'ils soient en orbite ou qu'ils soient sur la surface. De comment fabriquer de l'énergie depuis la Lune. Souvenez-vous, on doit résister à 14 jours de nuit. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que la Lune, elle est pleine de poussière, une poussière qui est très désagréable. Donc, comment on peut permettre de gérer. Et puis, un autre aspect qui est comment on intègre les nouveaux entrants, notamment toutes ces initiatives commerciales qui peuvent intervenir dans cet écosystème. Sur cette planche-là, je vous ai rassemblé un certain nombre d'éléments par rapport à aller sur la Lune, mais aller sur la Lune où? Et vous entendrez qu'il y a beaucoup d'intérêt actuellement d'aller au pôle sud de la Lune. Et je vais vous rappeler pourquoi. Donc, on voit sur cette carte-là les différents points d'alunissage qui ont lieu dans le passé. Donc, on voit que les missions Apollo et les missions russes Luna se sont surtout concentrées vers l'équateur. Et si on regarde les différentes cartes que je vous ai mises, ici, on voit la répartition du fer, on voit la répartition des éléments rares, on voit que ça correspond justement aux zones, aux mers lunaires. On n'a qu'une seule mission vraiment qui a été dans les Highlands. Et ici, on voit la carte du milieu, c'est la disposition de ce qu'on appelle les entrées des tubes de lave. Il faut voir que la Lune a eu une activité volcanique. Donc, cette activité a créé des tunnels de lave. Et ces tunnels ont de l'intérêt scientifique pour comprendre tous les enjeux géologiques de la Lune, mais également pourrait servir d'abri naturel pour les explorateurs, puisque en se retrouvant dans ces grottes, on est à l'abri des impacts des micrométéorites et des radiations. Donc on voit bien l'intérêt des zones équatoriales, mais en fait, ce qui nous intéresse actuellement beaucoup, c'est le pôle sud. Et la mission Chandrayaan s'est posée justement auprès du pôle sud. Pourquoi? Parce que vous avez des cratères qui contiennent dans leur zone d'ombre de l'eau glacée. Et cette eau glacée, on l'a vu juste à présent, effectivement, c'est un élément clé pour la survie des équipages, mais c'est un élément clé aussi pour la production de carburant. Et le pôle sud aussi, c'est un élément clé pour comprendre l'origine de la Lune, puisque il y a plusieurs hypothèses de scénario. La Lune pourrait être un objet qui a été capturé par le champ gravitationnel de la Terre. Il y a d'autres scénarios qui disent que la Lune pourrait avoir été le résultat d'un impact avec un objet céleste qui serait rentré en collision avec la Terre. Bon, il y a plein d'hypothèses et donc explorer le pôle sud pourrait permettre de donner du sens à un de ces scénarios. En tout cas, on pense qu'il y a de l'intérêt. Donc, au niveau de la feuille de route que je vous ai présentée, elle se décline par un certain nombre de missions qui sont envisagées par les différentes nations qui en font partie. 3 phases principales, un retour sur la surface de la Lune avec une véritable collaboration entre les systèmes robotiques et les systèmes habités. Puis une deuxième étape d'exploration de longue distance sur la Lune. Donc, c'est-à-dire qu'entre le lieu d'atterrissage et le lieu d'exploration, on va parcourir plus de distance sur la surface de la Lune afin de préparer une habitation de longue durée. Et là, je vous ai mis ce schéma qui a été proposé par l'ESA, où on voit les missions qui viennent de se dérouler ou les futures missions institutionnelles, avec de l'autre côté les missions
commercial, et on voit qu'il y a un équilibre qui est en train de s'établir. Je vais passer rapidement sur les différents programmes pour pouvoir rester dans mon créneau horaire. Donc évidemment, celui qu'on a tous en tête, c'est le programme Artemis, qui est très complet et qui prépare effectivement, qui va par étapes, qui correspondent aux étapes que je vous ai présentées. Donc la mission Artemis 1 a déjà eu lieu avec le véhicule Orion que vous avez ici, qui a été réussi. La mission Artemis 2, donc ils ont déjà sélectionné l'équipage et l'objectif est d'aller faire un tour de la Lune. La mission Artemis 3 a pour objectif d'emmener des gens sur la surface de la Lune. L'Europe a effectivement collabore avec dans le programme Artemis, mais a aussi ses propres contributions. Donc, dans le programme Artemis, elle collabore à la conception et à la production des modules du Gateway, et également à la mission Orion, en fournissant l'ESM, donc qui est le module de service qui apporte la partie puissance et la partie propulsion. Mais également, elle a des volontés de développer des propres éléments en propre. Donc, par exemple, un atterrisseur qui s'appelle Argonaut ou une constellation qui s'appelle Moonlight qui apporterait du service de communication et de navigation. Mais également il y a d'autres projets qui sont un peu moins avancés que ces deux-là, qui sont stratégiques pour l'Europe. La Chine a annoncé également de grandes ambitions pour la Lune. Donc la Chine a pour objectif effectivement également une première étape de rester de courte durée sur la surface de la Lune, avec des missions d'exploration de courte durée, 2 personnes sur la surface, et on va retrouver les mêmes types d'équipements. Puis une deuxième phase qui sera un peu plus longue, avec une installation permanente sur la Lune pour faire de la science et pour faire de l'extraction. Et ce projet-là, il est en partenariat avec la Russie à travers un programme qui s'appelle ILRS. Donc, on va retrouver des choses qui sont assez similaires à ce qui est aussi dans le programme Artemis. Donc, dans le programme entre la Chine et la Russie, il est prévu de mettre en commun un certain nombre de résultats des différentes missions, que ce soit le programme Chang'e du côté de la Chine, le programme Luna du côté russe, pour arriver à une installation permanente. Donc évidemment, différents types de composants qui sont résumés sur cette planche-là et qui sont différents finalement de ce que de toutes les entreprises et tous les projets, les grands programmes spatiaux. On est très loin des conceptions de lanceurs ou de sondes spatiales. On est sur d'autres types de techniques, donc de nouvelles compétences, de nouveaux métiers qui sont nécessaires pour soutenir ces programmes-là. Là, je vous ai rappelé ce dont on a besoin pour permettre à des humains de vivre, que ce soit sur Terre, en orbite basse et sur la Lune, et la possibilité effectivement d'approvisionner de manière permanente, sans effort, ou au contraire, plus on s'éloigne, plus il faudra être autonome et être capable de faire de l'élevage, de faire de la fabrication, de l'exploration et du recyclage au niveau des déchets. Pour finir, j'espère que je n'ai pas été trop longue, pour finir sur ma présentation, donc je voulais vous parler en quelques mots de la recherche que l'on conduit au SACLab. Donc le SACLab, c'est l'équipe que j'anime qui s'appelle le Space Advanced Concept Laboratory. Donc on travaille sur de nombreuses thématiques, mais en particulier on a une thématique de recherche qui s'adresse en tout cas à l'exploration de la Lune. Donc tout ce qui va être mécanique spatiale, calcul de trajectoire, optimisation de trajectoire, notamment autour du rendez-vous pour permettre à ces différents objets de travailler ensemble dans l'environnement cislunaire qui hautement non linéaire et pas sympathique du tout. Donc comment on peut en bénéficier, mais également la génération des débris spatiaux.
Donc, si ça vous intéresse, on a une visualisation. Donc, sur notre stand, vous pouvez voir comment, sur Terre, quand on est en orbite basse, un débris, il peut rentrer dans l'atmosphère et être détruit. Autour de la Lune, pas du tout. Donc, il a 3 choix. Soit il tombe sur la surface de la Lune, et dans ce cas-là, il y a un risque de tomber sur une zone historique, sur une zone scientifique ou sur une zone où il y a des objets qui appartiennent à d'autres nations. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Il peut rester de manière permanente sur une orbite très stable, avec le risque de revenir un jour vers la Terre, ou au contraire s'échapper dans le système solaire. Donc, si ces sujets vous intéressent, on a des démos. Ensuite, on s'intéresse également à l'éco-conception de bases lunaires. Donc, comment s'installer sur la Lune en ayant un impact le plus léger pour cet environnement très particulier, mais également comment tout le déploiement de tous ces systèmes aura un impact le plus léger possible sur notre environnement terrestre. Donc, c'est pareil, mon doctorant est sur le stand si c'est des sujets qui vous intéressent. Et également, je vous ai dit, la première étape de l'exploration lunaire, du retour vers la Lune, c'est une véritable collaboration entre les systèmes robotiques et les systèmes humains. Donc, nous, on s'intéresse à 2 aspects. L'aspect autonomie totale, entre donc tout robotique, ou au contraire, comment on étudie l'évolution des performances des équipages qui seront éloignés en fait pendant une durée assez longue de la Terre. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc en résumé, l'environnement lunaire est un environnement extrêmement enthousiasmant, avec beaucoup d'opportunités de recherche, beaucoup d'opportunités de challenges technologiques à développer. Et donc c'est une période qui est extrêmement excitante et enthousiasmante. Par contre, moi je soutiens beaucoup le fait de le faire de manière la plus responsable et durable pour l'exploration spatiale, mais aussi pour notre chère planète Terre. Merci. On va prendre juste peut-être quelques minutes. Merci beaucoup Stéphanie pour peut-être prendre des questions sur cette intervention. Si le public a des questions, n'hésitez pas. Oui, d'accord. Alors, je vais répéter la question parce que les gens qui sont en ligne ne vous ont pas entendu. C'est de savoir si la Lune appartient à quelqu'un ou s'il y a des droits de possession de la Lune. Alors, normalement, non. Mais je pense qu'Alban sera plus à même d'en parler que moi tout à l'heure. En fait, il faut voir la Lune comme étant plutôt un lieu de partage et de voir un peu comme l'Antarctique est gérée sur Terre ou les eaux profondes, quand ça appartient à tout le monde, à toute l'humanité. Voilà. Je reformule la question. La question, c'est sur les cratères que l'on voit. Est-ce qu'ils sont le résultat du volcanisme ou de l'impact des météorites? En fait, ce qu'on voit là, ça, c'est l'impact effectivement, qui a. Par contre, au niveau alors j'avais pas mis de photo, je me souviens pas, je pense pas que j'avais mis d'image qui représentait les tubes de lave. En fait, ce sont des zones qui se sont effondrées. Donc, ça fait vraiment comme des entrées de tunnels et qui se trouvent à l'équateur au niveau de tous les points là qui sont identifiés en bleu ou en jaune donc c'est complémentaire, c'est en plus. Alors la question, elle porte sur les objectifs pour savoir si on en a déjà atteint. En fait, sur tous ces sujets-là, vous avez des gens qui font de la recherche ou qui font de la conception, qui sont sur des études avancées. Donc c'est comme quand on fait, on a la barre de chargement là qui avance. Donc on est en cours. Pour l'instant, il n'y a rien qui est complètement atteint, mais on avance. Donc la question est quel est l'intérêt d'une habitation pérenne sur la Lune et est-ce que c'est aussi pour préparer Mars? Donc je pense que
de présentation après moi vous apporteront d'autres éclairages. On a chacun notre point de vue sur cette question-là. Il y a de la science à faire sur la Lune, qui doit se faire sur une longue durée. Donc il y a aussi cet intérêt-là, et l'intérêt de la science sur la Lune est différent de l'intérêt de la science sur Mars, parce que ce sont des environnements qui sont complètement différents, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que la Lune est une étape pour aller vers Mars, une étape pour s'y préparer, pour s'y entraîner, pour tester ce savoir-faire, mais également ça coûte moins cher d'un point de vue énergétique de partir de la Lune pour aller vers Mars que de partir de la Terre pour aller vers Mars, simplement parce que la gravitation terrestre est beaucoup plus forte que la gravitation lunaire. Donc j'ai répondu que partiellement, même si j'ai d'autres idées, mais je préfère laisser la parole à mes amis qui vont me présenter après moi, parce qu'ils ont aussi des choses très intéressantes à répondre pour cette question-là. Donc la question c'est, est-ce que c'est moins coûteux de passer par la Lune pour aller vers Mars que de partir de la Terre pour aller vers Mars directement? Alors il existe des trajectoires, je sais pas si l'intérêt du système Terre-Lune, c'est d'avoir justement ces points d'équilibre qu'on appelle les points de Lagrange, qui sont dans un système dynamique où on a des structures qui permettent de se déplacer à très faible coût entre les corps célestes. Donc la Lune, c'est un peu comme une station de métro, en tout cas, et une connexion pour aller vers d'autres destinations. J'ai partiellement répondu à la question, mais je fais un cours de plusieurs heures sur le sujet, donc. Oui, c'est-à-dire qu'on peut, voilà. Après, il y a un autre gros avantage, c'est que si on veut faire des missions comme on fait actuellement vers Mars, vous avez dû remarquer qu'on a des fenêtres de tir. Il y a des créneaux qui correspondent à une configuration Terre, Soleil, Mars, qui n'arrive que tous les 2 ans et demi. Donc, si on rate le départ, on est obligé d'attendre 2 ans et demi avant de repartir. En partant de la Lune et en utilisant ces types de trajectoires-là, on peut y aller tout le temps. Donc, ça apporte d'autres types d'avantages. Par contre, le voyage est un peu plus long. Quand on gagne en énergie, on perd en durée de mission. Bonjour à tous. Donc, je suis chercheur au CNRS dans une équipe qui s'intéresse à la dynamique des réseaux neuronaux et non neuronaux dans les processus mnésiques. Donc, ça, c'est une partie de mon travail. Et sinon, donc, je suis le président du groupe de travail Sciences de la vie, exploration humaine de l'espace au CNES, et je suis également expert auprès de l'ANSES. Donc, pour un biologiste, qu'est-ce que c'est les conditions de l'exploration spatiale? J'ai repris cette expression d'une collègue canadienne qui parle de brouillard spatial pour le vivant, qui est en quelque sorte la conjonction du fait que ce qui différencie la Terre de l'espace, c'est les problèmes de gravité, les problèmes de confinement et d'isolement, et les problèmes de radiation. Et puis, on a greffé là-dessus des petits soucis. Il faut savoir que, par exemple, dans l'ISS, l'environnement est un petit peu modifié. Il y a une hypoxie qui est relative. Et puis, les personnes sont sujets à des perturbations physiologiques liées à l'ensemble de ces choses-là. Je vous ai mis, par exemple, l'altération qui est importante, du moins au départ, du sommeil. Donc bien sûr, tout ça, ça a des conséquences, et ça n'a pas que des conséquences sur la personne en elle-même, ça a des conséquences sur son activité et ses performances. Donc on est bien d'accord que si on envoie des gens dans l'espace, et si demain on les envoie sur la Lune, c'est quand même pour qu'ils fassent quelque chose, et donc il faut maintenir des performances qui soient relativement élevées, parce que c'est des gens qui seront soumis à forte sollicitation. Et puis, bien évidemment, ces performances, elles dépendent de la biologie, principalement. Alors, souvent, quand on fait de la recherche en biologie ou en médecine, on va s'adresser à des cohortes de sujets et on va essayer de voir comment, globalement, ces sujets-là répondent à des conditions environnementales particulières. Le petit problème quand même, c'est que quand on parle d'aller dans l'espace, on s'adresse à une population, vous voyez, les chiffres datent un peu aujourd'hui et là, mais en avril 2022, on n'avait eu que 583 astronautes répartis dans 1300 missions, avec finalement aussi des profils très très différents, puisqu'il y a 50% des missions spatiales où les gens ont été exposés à 12 jours, voire moins,
des conditions spatiales, que en gros 9% de ces missions duraient plus de 180 jours. Il y a que seulement 4 êtres humains qui ont passé 1 an dans l'espace, ce qui est quand même finalement très peu. Si je reprends ce que tu disais auparavant, si on va dans l'hypothèse de maintenir des populations longtemps là-bas aujourd'hui, de façon absolument non caricaturale, on n'a pas de recul pour dire qu'est-ce qui peut se passer. Certains ont fait plusieurs allers-retours, et puis bien évidemment il y a la distance par rapport à la Terre qui a été différente pour toutes ces populations. Et puis petite chose qui est importante aujourd'hui et qui est une vraie question de biologie, c'est que vous avez 286 hommes qui sont allés dans l'espace versus 48 femmes. Et par exemple, aujourd'hui, il y a des études qui tendraient à prouver que les femmes seraient potentiellement beaucoup plus adaptées à la mission spatiale que les hommes. Si on restreint le champ à ce qui s'est passé sur la Lune, ben voilà, vous avez 12 êtres humains mâles qui ont marché sur la Lune, 21 ont quand même fait le voyage aller-retour. Alors j'ai remis ces images parce qu'en préparant cette intervention, je me suis rendu compte qu'en fait, on parlait beaucoup des gens qui avaient posé le pied sur la Lune, en oubliant les gens qui étaient restés dans le module en périphérie de la Lune, en orbite autour de la Lune, qui ont eu un tout aussi important rôle dans la mission et qui, de toute façon, d'un point de vue des futures missions, sera quelque chose aussi d'important puisque, a priori, aujourd'hui, les missions lunaires, il y aura quelque chose autour de la Lune avec des équipages et une présence humaine et puis des gens, effectivement, qui descendront sur le sol. Donc, voilà, je vous plante un petit peu le décor. Là, j'ai essayé, c'était juste pour vous remonter. C'est des données que vous retrouverez facilement parce qu'elles sont sur Wikipédia, hein. Mais pour vous montrer que vous voyez les durées des sorties extravéhiculaires ont été très très différentes, la durée de mission également un petit peu. Et donc tout ça nous pour le programme Apollo, tout ça nous montre que de se faire une idée de ce qui se passe en termes de biologie, c'est quelque chose, ou de physiologie humaine en tous les cas, c'est quelque chose de très compliqué. Donc en plus aussi, on s'adresse à une population qui a été en général ultra sélectionnée, qui vit dans des conditions très très particulières qui sont pas forcément faciles à modéliser, même si on peut les modéliser au sol et dans d'autres espèces que l'homme, de façon à produire des études précliniques qui vont nous permettre de comprendre comment le vivant réagit à ces conditions particulières. Donc ici, j'ai essayé de vous retracer ce qui peut se passer comment on peut imaginer une fonction physiologique et ce qui se passe dans l'espace. Donc en pointillé noir, c'est globalement ce qui se passe pour tout un chacun quand tout va bien. En violet, je vous ai mis des petites choses qui peuvent concerner, par exemple, des choses qui sont un peu en lien avec mon activité de recherche, à savoir des maladies neurodéveloppementales ou neurodégénératives, des pathologies cardiovasculaires, etc. Vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent se dégrader au début de la vie, qui vont se dégrader à la fin et qui vont conduire éventuellement à une mort prématurée. Et puis en fait, qu'est-ce que c'est que le vol spatial? En fait, c'est un espèce de gros accident qui se produit dans la vie du sujet, où il va être exposé à cette microgravité, à ce rayonnement auquel il n'est pas adapté, et au confinement, et qui va potentiellement dégrader ses fonctions physiologiques pendant le vol, mais aussi avoir des conséquences à plus ou moins long terme. Alors, je vous ai mis la référence de Michael Delp, là, qui a publié ça en 2016, où il suggérait, en ayant étudié les fonctions cardiovasculaires chez les astronautes qui sont allés sur la Lune, il suggère qu'il y a des choses qui se dégradent à leur retour et qui sont des dégradations qui sont pérennes. Donc le voyage sur la Lune, il y a de fortes chances que ce soit des modifications de gravité évidemment pendant le vol, après sur la présence sur la Lune, et puis aussi bien évidemment ce dont on vous a parlé tout à l'heure, des histoires de radiation qui sont complètement différentes. Donc là, il va falloir savoir comment s'en protéger, mais même en s'en protégeant, on sera vraisemblablement plus exposé. Et puis qu'est-ce qui va se passer au retour? Donc pour nous, la question, ça va être de limiter les impacts, d'assurer le retour des équipages, puisqu'a priori, aujourd'hui, personne ne parle de laisser des gens jusqu'à leur mort sur la Lune. Ça poserait aussi d'autres problématiques
de vie, gérer l'environnement, voir comment cet environnement peut être toxique ou pas, et puis bien sûr des questions d'habitabilité et de performance. Donc un des points cruciaux, c'est bien sûr ces histoires de radiation qui sont très importantes, beaucoup plus importantes que sur Terre, et aussi dont les sources sont très variables. Donc, comment on peut étudier ça? On va étudier ça finalement de deux grandes façons différentes, soit en prenant ce qu'on sait sur Terre, c'est-à-dire prendre les accidents qui se sont produits sur Terre, où des gens ont été irradiés de façon plus importante, essayer de comprendre, par exemple, ce qui s'est passé chez les survivants des bombes atomiques au Japon, ce qui se passe aussi chez des gens qui sont exposés à des thérapies par irradiation. Et là, on sait que que ça peut avoir un impact sur les fonctions cognitives, sur l'inflammation, entraîner des nécroses de tissus, etc., chez des gens qui ont donc reçu des doses importantes de radiation. Et puis, on va modéliser ça dans des modèles animaux ou sur des cellules en culture. Donc là, c'est pour vous donner une idée, c'est un travail qu'avait fait Nicolas Forêt de Lyon. Il a essayé de remettre sur un graphique tout ce qui était les doses reçues et les durées de mission d'à peu près toutes les missions spatiales qu'on connaissait. Et vous voyez que ça peut être finalement quelque chose d'assez variable. Donc ça, on est sur des orbites basses, mais c'est en tous les cas une des données qu'on a. Et pourquoi il s'est intéressé à ça? C'est parce que on est dans des doses qui peuvent être assez facilement reproduites sur Terre, et aussi des questionnements qui peuvent être la suivante, c'est est-ce que on peut sélectionner avant le départ des populations qui seraient moins sensibles aux radiations? Donc il a fait ces travaux, il serait beaucoup plus à même de vous en parler que moi, mais en tous les cas, ces travaux qui ont été en partie financés par les agences spatiales ont permis de montrer que tout un chacun n'était pas sensible de la même façon aux radiations, et que ça peut être un critère d'inclusion pour les futurs équipages. Alors bien sûr, là-dessus, il y a des tas de travaux qui montrent qu'en fait, les gens sont capables de mieux réparer leur ADN suite à l'irradiation, par exemple, versus des populations qui sont très sensibles aux radiations et chez qui les phénomènes de réparation ne se font pas. Et puis, vous voyez ici, de la même façon que si on prend ce qui se passe sur Terre, donc vous avez le carré gris, le premier carré gris en face de la Terre, vous avez les débits de dose, donc la quantité de radiation reçue par an de la Lune, de Mars, et puis ce qui peut être ressenti par l'ISS. Et vous voyez très bien qu'on est dans des gammes de radiation dont on ne connaît pas les effets aujourd'hui sur le vivant. Et donc, ça va être, bien évidemment, il va falloir qu'on mette en place ces travaux-là pour pouvoir accompagner les gens qui vont aller sur la Lune. De même façon, là, vous voyez, c'est aussi des choses que Nicolas a faites pour nous. Vous avez le carré gris, là, qui vous montre quelles sont les valeurs limites d'exposition autorisées pour les travailleurs qui utilisent des éléments radioactifs. Vous voyez qu'on est déjà très loin de ce qui se passe en orbite basse, et je ne vous parle pas donc de ce qui peut se passer plus loin sur la Lune. Parce que bien évidemment, tout à l'heure, on vous disait, on peut éventuellement les enterrer sous la surface de la Lune, mais il va bien falloir qu'ils y aillent avant, donc ils seront forcément exposés avant, etc., etc. Donc là, c'était juste un petit rappel de choses qui sont faites. Donc on va exposer des animaux à des radiations pour essayer de voir ce qui se passe et comment on peut lutter contre sa radiation. Est-ce que par des méthodes médicamenteuses, par des méthodes de manipulation génétique éventuellement, et puis comment on peut on peut exposer aussi dans des systèmes d'incubateurs des échantillons type de cellules qui vont donc être on va dire bombardés par des radiations, ou mettre des cellules sous des ballons pour voir quels sont les effets de ces radiations. Deuxième chapitre que je voulais aborder, parce qu'il nous semble quelque chose d'important et sur lequel on commence à travailler, c'est que bien évidemment, on vous a dit des équipages plus nombreux, plus longtemps. De toute façon, avec des trajets qui seront aussi plus longs, etc., etc.
Donc tout ça, ça pose la question, c'est en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme médecine d'urgence ou comme médecine là-bas? Parce que même si vous envoyez quelqu'un, on en a eu, hein, y compris en France, des médecins qui sont astronautes, reste que un médecin n'est pas forcément en capacité de faire l'ensemble des gestes. Et puis peut-être qu'à un moment donné, sur la Lune, s'il y a 2 endroits sur la Lune où il y a des gens, ben, à l'endroit 1, il y aura le médecin, mais à l'endroit 2, il n'y aura pas le médecin, il faudra faire quelque chose. Donc on commence à mettre en place de la recherche pour essayer d'adapter le geste de la médecine d'urgence ou de l'exploration médicale aux conditions extraterrestres. Donc ici, c'est un exemple d'une publication très récente qui a été faite par un médecin-chercheur français. Et je dis très récent parce qu'elle a été publiée ce mois-ci, où il a pu mettre en place dans l'avion 0G, vous savez, cet avion qui fait des paraboles et donc qui est en microgravité finalement très peu de temps, une vingtaine de secondes. Il a essayé de comprendre comment lui, médecin spécialiste, il allait calibrer son geste pour pouvoir faire un geste qui, en l'occurrence, est une laryngoscopie. Donc, vous le voyez sur un mannequin. Et puis après, comment, une fois qu'on a trouvé la bonne méthode, on peut apprendre cette méthode à presque n'importe qui sera dans l'équipage pour pouvoir éventuellement avoir ce type de geste. Il va falloir faire la même chose avec ce que j'ai appelé de la médecine exploratoire, c'est-à-dire poser un diagnostic, par exemple, avec un scanner. C'est possible, mais bien sûr, il va falloir former du personnel de bord à faire ce type de geste. Et puis, ben, je reviens finalement nos présentations, sans concertation, nos présentations sont quand même vachement bien imbriquées les unes dans les autres. L'autre problème, ça va être et il y a de la biologie, ça va être de produire quelque chose d'alimentaire pour ces personnes. Donc, on peut produire du végétal, à ceci près qu'aujourd'hui, on a des données. Hein, ce dont je vous parle, c'est des données qui ont été acquises ces dernières années. Qu'en fait, les plantes, vous l'avez vu, vous avez même peut-être vu ce petit film, je ne sais plus quel est l'astronaute, mais qui mange de la salade qui a poussé dans la station. On est capable de faire pousser des plantes en microgravité. Voilà. Mais, par exemple, le niveau de radiation auquel on va exposer ces plantes va faire que la plante va essayer en quelque sorte de mettre en place des moyens de défense contre ces radiations. Et en mettant en place ces moyens de défense, elle va changer ses qualités nutritionnelles, voire même aller jusqu'à produire des molécules qui potentiellement sont toxiques pour l'être humain. Donc, il va falloir prendre en compte tous ces paramètres de façon à avoir une production en quelque sorte végétale correct. Et puis ces végétaux, ils vont nous servir, à ce que Stéphanie disait aussi tout à l'heure, potentiellement à participer au recyclage des déchets organiques sur la Lune, parce que les plantes, vous savez très bien, elles vont utiliser du CO2, elles vont utiliser de la matière organique qui va être produite par les astronautes en quelque sorte, et on va pouvoir comme ça recréer une chaîne alimentaire. Avec ce côté, là pour le coup, science fondamentale qui est super intéressante, me semble-t-il, c'est que sur la Lune, quelque part, on a un T0, c'est-à-dire on est en théorie, on va tout créer et donc on va peut-être aussi mieux comprendre comment les choses se passent dans les mécanismes vivants qui sont sur Terre. On pourrait aussi produire tout à fait des êtres, enfin une production agricole plus animale. Ici, je vous parle d'un projet qui est soutenu depuis un moment par le CNES, qui est de voir si on est capable de transporter et d'acclimater des poissons, parce que ces poissons pourraient aussi participer, rentrer dans le cycle de recyclage des déchets et être en capacité de produire éventuellement de la nourriture. Alors comme précédemment, hein, on vous a parlé de scénarios de la présence de l'homme, ben, vous voyez, on écrit des scénarios sur comment on pourrait transporter tout ça et faire en sorte que ça produise sur la Lune. Le poisson ayant un gros avantage, c'est que les autres poissons, c'est tout petit et c'est assez facile à la fois à transporter et à protéger. Bien sûr, d'un point de vue, il y a tout un tas de trucs à vérifier. Hein. Ce que j'ai mis là sur la diapositive, ben, il va falloir savoir si en gravité modifiée, le développement du poisson est normal ou pas, savoir si il n'y a pas des altérations qui seront
importantes qui vont se mettre en place. Et puis aussi, ça s'intéresse beaucoup les biologistes, savoir si les altérations biologiques, elles vont être héritables d'une génération à l'autre, etc. Et enfin, je crois que c'est le dernier point que je voulais... et là encore, on retombe sur ce que tu disais, Stéphanie. C'est que là, on vous a mis une photo d'un cosmonaute d'Apollo 17. Et vous voyez, il est rentré dans le module. En fait, il est couvert de poussière. Il a même enlevé son casque, ce qu'on comprend, sans doute, parce que, un, c'était pas fait pour qu'il le garde, et deux, il en avait peut-être juste marre. Et en fait, ces poussières, en fait, ce qu'on sait, c'est que potentiellement, elles sont très toxiques. Comme vous savez, les poussières de pollution, les nanoparticules des pollutions dans nos villes, etc., ont des capacités de toxiques, en fait, en particulier sur les capacités pulmonaires. Il y a de fortes chances que ces poussières lunaires soient pas totalement anodines pour l'homme. Et là-dessus, la meilleure preuve, c'est qu'en fait, comme on ne les a jamais rencontrés, vraisemblablement, le vivant n'est pas adapté à ce genre de composés. Donc, il va falloir vérifier, tester qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut faire. Et donc, bien sûr, il va falloir... Là, on va avoir toute une chaîne de recherche qui va se mettre en place. Il va falloir définir la physico-chimie des poussières lunaires, étudier leurs effets probables. Alors, vraisemblablement, avec toujours le même processus, on va faire des tests précliniques avant sur des cellules en culture, éventuellement sur des organoïdes, éventuellement sur des animaux, avant de comprendre ce que ça peut faire chez l'homme. Et puis, bien évidemment, pour ce qui est de l'ingénierie, il va falloir imaginer de ne pas être dans la position Apollo 17. C'est-à-dire être capable de faire des sas de décontamination, d'assurer la décontamination, parce que le meilleur moyen de ne pas être exposé, c'est de chasser la poussière. Donc voilà. Et donc tout ça, c'est, pour moi, je trouve aussi quelque chose de passionnant. C'est-à-dire que le biologiste, il a plein d'intérêt à étudier ça, mais il y a énormément d'interactions avec l'ingénierie, surtout. Hein. Même, j'aurais pu vous en parler, mais tout ce qui est instrumentation médicale, on voit parfois, il y a eu, on peut parler de ça parce que c'est quelque part quand même quelque chose que la France a beaucoup participé à développer. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce au spatial, on a développé des échographes, de l'échographie à distance, avec des modifications. Là, les ingénieurs se sont vraiment cassés la tête, de façon à ce que si le patient, quasiment, vous avez dû voir ces images de Thomas Pesquet dans la station, si le patient tient la sonde échographique quelque part sur lui, après, le médecin à distance peut faire des tout petits mouvements de la tête sans que le patient ait à bouger, de façon à pouvoir améliorer la qualité de l'image et à pouvoir poser un diagnostic à distance. On voit bien aujourd'hui l'intérêt de ce type de dispositif, y compris sur Terre, dans les zones de déserts médicaux, dans les zones de conflit ou de nécessité d'une médecine d'urgence. Donc, vous voyez, l'exploration et la présence humaine de l'homme, la présence de l'humain, sur la Lune, c'est prendre en compte tout ça, c'est-à-dire prendre en compte les radiations, l'isolement de plus ou moins longue durée, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des petits questionnements sur quelle serait la durée de présence de monsieur un tel ou de madame un tel sur la Lune, en reprenant ce que tu disais tout à l'heure aussi, les troubles des cycles jour-nuit, les problèmes alimentaires, les problèmes, bien évidemment, tout ça va avoir des répercussions sur la cognition et la psychologie des personnages. L'environnement spécifique et hostile, ça va avoir des répercussions vraisemblablement sur le système cardiovasculaire, pulmonaire, nerveux, immunitaire, je vous en passe. Et puis, il y aura ça aussi qui sera quelque chose de très important, c'est qu'on va avoir à gérer du retour, et vraisemblablement pour un nombre de personnes plus important qu'avant, des gens qui n'étaient peut-être pas surentraînés comme le sont aujourd'hui nos astronautes. Et donc ça veut dire mettre en place des suivis post-vol, des traitements post-vol, et en particulier, potentiellement, une des questions sur lesquelles on réfléchit, qui est le traitement de la douleur, parce qu'il y a un déconditionnement musculaire et osseux qui est très important en apesanteur. Et je crois que j'ai fini. Je remercie simplement toutes les personnes qui m'ont aidé à construire cette présentation.
Merci beaucoup. Pareil, on peut prendre un petit temps de Q&A si vous avez des questions, des précisions. Allez, c'est parti. On me demande ce que c'est que la poussière lunaire. Alors, on va repasser la parole à Stéphanie qui va être sans doute beaucoup plus forte que moi là-dessus. Alors, je ne suis pas géologue non plus, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une partie de la matière qui vient de l'interaction entre les météorites qui tombent sur la Lune, et donc le contact entre la surface de la Lune et la météorite constitue une partie de la régolithe. Mais le reste aussi vient aussi de l'usure, c'est la composition de la Lune. Donc c'est un mélange des deux, ce qui vient de l'extérieur et ce qui était déjà à la Lune. Il y a plein de phénomènes. J'avais une image qui montrait qu'il y avait des réactions chimiques aussi qui se produisent. Apparemment, c'est aussi un milieu que les exobiologistes veulent étudier parce que ce serait un milieu quelque part très réactif et donc qui pourrait très vite changer des molécules organiques ou des choses comme ça. Donc ça peut avoir un intérêt aussi pour la biologie. Puis par rapport à ce que tu as montré aussi, je pense que demain, la question pour les biologistes, ça va être où sont les gens? Parce que tu nous as montré que le sol pouvait être, enfin, la composition générale des sols pouvait être très différente. Et donc, si tu as des gens qui sont à tel endroit pour exploiter, mettons, pour pouvoir produire, extraire du matériel pour pouvoir produire quelque chose, dans ces endroits-là, ils n'auront peut-être pas forcément les mêmes problèmes de santé que des gens qui seront protégés, etc. Donc la question me posait sur le graphe que j'ai présenté sur éventuellement la dégénérescence. Alors pourquoi j'ai fait un espèce d'escalier comme ça? Parce qu'aujourd'hui, en particulier dans les maladies neurodégénératives, je vais prendre un exemple peut-être pour illustrer ça, c'est la maladie de Parkinson. En fait, c'est pas mon domaine à proprement parler d'études, mais dans la maladie de Parkinson, ce qui est maintenant bien établi, c'est qu'en fait, les symptômes moteurs apparaissent quand le patient a perdu déjà plus de la moitié. Il y a même des études qui disent plus de 70% des neurones dopaminergiques de la substance noire. Donc, si tu veux, il y a tout un tas de phénomènes qui s'enchaînent, et puis après, quelque part, il y a quelque chose qui décroît, des fonctions qui décroissent de façon très rapide, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont altérées petit à petit auparavant. C'est pour ça. Et en fait, ça dépend beaucoup des sujets. Tu as des pathologies, enfin ça c'est des choses qui sont pareilles, c'est des études qui ont été publiées il y a des pathologies, par exemple dans les formes familiales de maladie d'Alzheimer, il y a des patients qui présentent des troubles, ils n'ont pas 20 ans. Donc vous avez toute une gamme d'âges pendant lesquels peuvent se produire ces phénomènes. Alors la question qui m'est posée, c'est l'effet des radiations sur les plantes qui modifient leur qualité organique. Est-ce que ces modifications sont positives ou négatives? Alors la question, elle est très très bonne parce que au départ, ça je vous rapporte les discussions que j'ai eues avec Eugénie Carnero-Diaz du Muséum qui travaille là-dessus. Au départ, les effets des radiations sur les plantes, on a observé que les plantes produisaient beaucoup plus d'antioxydants. Donc en fait, les antioxydants, c'est quelque chose qu'on propose comme étant une contre-mesure alimentaire pour réduire l'impact du vol spatial. Reste qu'on s'est rendu compte qu'elle produisait aussi des molécules qui ont effectivement des effets antioxydants, mais dont on ne connaît pas la toxicité. Donc c'est en ça qu'il peut y avoir du très bon comme du moins bon, et il faudra bien sûr calibrer, voir ce que ça donne. Ouais. Je pense que Stéphanie peut vous répondre. Donc c'était sur le graphe quantité de radiation en fonction de la mission. Je pense qu'en fait ça dépend ce qu'on rencontre, quoi. En fait, ils ont eu beaucoup de chance pendant les missions Apollo, c'est qu'ils sont partis à des moments où l'activité du Soleil était plutôt calme. En fait, le Soleil, il a un cycle de 11,2 ans. Et quand on est au pic de l'activité, on va avoir beaucoup de particules qui sont libérées. Et donc, cette mission-là, ça devait être une mission Mir, non, je crois, qui était en haut de la courbe. Ils n'ont pas eu de chance. Ils étaient à un moment où il y avait beaucoup d'activité. C'est ça qui fait la grosse différence.
Mais on voit que justement, toutes ces mesures, c'est quelque chose qui est mesuré depuis très très longtemps dans les véhicules spatiaux, hein, la quantité de radiation. Et justement, de pouvoir faire ces méta-analyses, c'est quelque chose de très important parce qu'on connaît aussi beaucoup plus de choses maintenant et on va pouvoir aussi déterminer quelle est la période la plus favorable pour envoyer ou faire revenir les équipages, quelles sont les périodes où on va pouvoir surtout si les vols sont habités. Même pour des vols non habités, hein, parce que moi j'ai été vachement surpris en discutant avec des gens comme vous, ingénieurs, que effectivement ces radiations, elles peuvent aussi fortement impacter le fonctionnement des équipements électroniques, etc. Et donc c'est des choses vraiment cruciales, hein, pour ce genre de mission. Alors il y a une grosse théorie qui est pas le lundi elle est bonne, le mardi elle est plus bonne, où il y a eu à un moment donné une grosse théorie qui disait les phénomènes biologiques, l'effet de la gravité sur les phénomènes biologiques doit suivre un continuum. C'est-à-dire que si tu as une position A à 1G, tu vas avoir A plus quelque chose à 2G et A moins quelque chose à un demi de G, par exemple. Aujourd'hui, on en est moins certain que ça. On ne pense pas que ça suive quand même une loi aussi carrée. Après, je pense que la Lune va nous donner déjà pas mal de choses sur ce que c'est qu'une gravité altérée. Et puis après, faudra voir. Je pense que les programmes, pour moi, là, c'est mon avis très très personnel. Les programmes martiens, on va avoir le temps de les réfléchir quand même. C'est pas demain, hein. Moi, je pense que je serai mort et enterré quand ça aura lieu. Donc évidemment pas vous qui posez la question, mais en tous les cas, je pense que on a le temps de voir venir et justement d'imaginer les scénarios. Parce que effectivement, je vous disais, même sur la Lune, moi aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs scénarios possibles. On va laisser les gens finalement peu de temps, puis les renouveler souvent, ou au contraire, on va envoyer des gens qui vont s'adapter et puis qu'on va laisser presque faire leur carrière sur la Lune. Mais en fait, on n'en sait rien parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont s'adapter. Et puis, tout va changer. Je veux dire, nos connaissances vont changer, que ce soit les connaissances en ingénierie, en sol lunaire, en tout ça, et puis la biologie. Et puis aussi, on va être... il y a nos connaissances qui vont changer, et puis le monde dans lequel on vit, quoi. Et donc, ça va forcément impacter sur comment on imaginera ces missions. L'IA aura peut-être fait tellement de progrès qu'on n'enverra pas d'hommes et qu'on n'enverra que des robots sur Mars. Donc la question, c'est sur est-ce qu'on peut... je vais reformuler votre question. Est-ce qu'on pourrait utiliser des échantillons lunaires qu'on a ramenés de la Lune pour faire, en quelque sorte, si je comprends bien ce que vous proposez, des expériences de biologie, pour savoir si ces poussières lunaires sont dangereuses ou pas? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est faisable. Pour une bonne et simple raison, c'est que vraisemblablement, les prochaines missions lunaires vont ramener des composés. Et si vous voulez, la biologie, les méthodes d'investigation de la biologie, elles ont énormément évolué. Mais énormément évolué. Moi, entre ce que j'ai appris, je pourrais vous prendre des exemples. Les premiers génomes qui ont été séquencés, il a fallu des années pour obtenir des séquençages de génomes. Aujourd'hui, c'est fait dans la semaine. Aujourd'hui, on n'étudie pas ce qui se passe. On peut ne plus étudier ce qui se passe à l'échelle d'un organe, mais on va étudier ça à l'échelle de la cellule. Donc aujourd'hui, on va pouvoir étudier, en tous les cas, par exemple, la toxicité de ces poussières sur certains types de cellules en utilisant de l'ordre du milligramme d'échantillons, j'imagine, de poussière lunaire. Donc finalement, c'est quelque chose qui sera utilisable. Et puis je pense qu'on en ramènera pour faire ce type d'expérience, parce que ça va finir par rentrer dans les agendas des agences, de dire, bon, allez, avant d'envoyer 15 personnes sur la Lune, on va quand même vérifier que c'est pas complètement rédhibitoire s'ils sont intoxiqués par des poussières.
Donc on va passer à notre troisième panéliste, Alban Guillaume-March. Et puis surtout les questions, s'il y en a en plus, vous inquiétez pas, on prendra encore quelques minutes à la fin pour reposer. Là, on avance juste un petit peu dans notre préparation pour le live notamment. Merci. Merci Pierre-Antoine, et puis plus globalement, merci pour l'organisation quand même, parce que tu étais à l'œuvre de l'organisation de ce panel. Donc après 2 interventions scientifiques, une intervention beaucoup plus tournée vers la géopolitique et le droit, donc les sciences humaines et sociales. Je soupçonne presque l'école d'ingénieurs d'avoir mis les sciences humaines et sociales en dernier, donc voilà, donc cheminer vers la Lune. Je vais essayer de vous apporter un éclairage un peu différent, un éclairage qui n'est pas scientifique, un éclairage qui n'est pas technique, mais qui relève plus de la question du pourquoi, de la remise en contexte géopolitique de cette ambition lunaire, qui n'est pas neutre, comme d'ailleurs le programme Apollo n'était pas neutre en son temps. Donc on va essayer d'explorer ensemble ces dimensions juridiques et géopolitiques. Mais donc avant ça, je coordonne en parallèle de mes recherches en droit de l'espace un programme qui s'appelle Objectif Lune, qui est un programme présidé par l'astronaute Claudie Hénuré, astronaute française et ancienne ministre, et qui cherche à réunir les acteurs du spatial et du non spatial, public comme privé, pour réfléchir ensemble à l'importance, en tout cas, d'engager l'Europe sur une voie lunaire, puisque comme vous l'avez remarqué, notamment avec la présentation de Stéphanie, certes, l'Europe n'est pas absente des programmes lunaires, mais notre engagement est relativement modéré en comparaison de l'engagement américain et chinois. Et donc, depuis 2019, on réunit ces acteurs dans le cadre d'une démarche de réflexion collective, et on a publié notre livre blanc qui est à l'écran, livre blanc en février 2022, et qui a réuni des chercheurs, des représentants d'entreprises, des acteurs universitaires donc des acteurs aussi des agences spatiales pour dresser en tout cas les enjeux sur 6 chapitres essentiels pour une base lunaire, que sont l'éthique et la société. Je vais y revenir parce qu'il y a évidemment des enjeux d'acceptabilité aujourd'hui de cette ambition lunaire. Donc l'éthique et la société, les stratégies économiques, puisque derrière, il y a aussi cette idée qu'on retourne sur la Lune avec un modèle économique. On parlera de ça tout à l'heure, mais voilà, faut aussi modérer peut-être ce point-là. On a évidemment donc les questions sur le droit et l'ambition géopolitique qu'il y a derrière, l'exploitation des ressources, évidemment, le support vie et l'habitat, et enfin le dernier chapitre sur la sécurité et la défense. Donc en fait, on voit bien que pour concevoir une base lunaire aujourd'hui, surtout si on souhaite retourner sur la Lune pour y rester, ce qui est la caractéristique principale des ambitions lunaires du XXIe siècle, on a besoin de mettre ensemble des connaissances, des savoirs qui viennent de champs disciplinaires différents, qui vont tant du droit à l'ingénierie en passant par la défense, le numérique, l'IA. Et j'étais d'autant plus content donc d'intervenir aujourd'hui à une journée porte ouverte que les quelques lycéens qui sont dans la salle, je me mets à leur place, puisque moi-même en première, j'étais allé aux journées portes ouvertes d'une école d'ingénierie en spatiale et j'ai fini par faire du droit. Donc peut-être que parmi vous, il y aura quelques juristes, et on peut être juriste et faire du droit de l'espace, puisque c'est une matière qui existe, et comme on va le voir dans un instant. Donc tout ça pour dire que cette base lunaire, elle appelle à des compétences qui vont au-delà de l'ingénierie, qui comprennent l'ingénierie, qui vont au-delà des sciences et qui comprennent les sciences. Donc véritablement, d'autant plus dans le cadre d'une journée porte ouverte, vos parcours peuvent être protéiformes et toujours tourner autour du spatial. Donc, comme je l'ai dit, cette intervention va être concentrée sur la géopolitique, et le contexte actuel donne évidemment, et d'autant plus cette semaine, un tournant, enfin une tournure assez négative au terme de géopolitique. Et juste avant d'entrer quand même dans le contexte contemporain des ambitions lunaires, j'aimerais me rappeler que le spatial, c'est quand même un formidable outil de coopération scientifique et pacifique depuis ses origines. Certes, né en plein milieu de la guerre froide, mais avec quand même de belles coopérations. Et ce que vous avez à l'écran, donc, c'est une photo du 17 novembre 1995, à l'occasion donc du 50e anniversaire des Nations Unies, avec un live du secrétaire général des Nations Unies avec la mission donc Apollo-Soyouz, Shuttle Mir, désolé, une mission américano-russe. Et donc tout ça pour montrer que voilà, on a évidemment des ambitions géopolitiques derrière le spatial, mais derrière tout ça, il y a aussi de la coopération scientifique, de la diplomatie scientifique, et que au fond, même quand on fait de la géopolitique spatiale, on reste un irrémédiable optimiste. Et la difficulté de l'environnement lunaire, tel que l'ont décrit précédemment Stéphanie et Jean-Luc, appelle nécessairement, quoi qu'il arrive, à de la coopération entre les États présents. On sera tous sans doute, en termes de mission lunaire, à viser le pôle Sud. Le pôle Sud, c'est une zone relativement restreinte en réalité, c'est plus petit que l'Antarctique.
Et il faut s'imaginer que sur cette zone qu'est le pôle sud, tous les points ne sont pas également intéressants. Vous avez des points d'ensoleillement qui sont plus favorables, vous avez des points d'accès à l'eau qui sont plus favorables. Et donc, c'est important, dès le début, dès aujourd'hui, d'envisager les règles qui permettront la coopération et la cohabitation en bon voisinage sur ce pôle sud, qui, comme j'ai dit, n'est pas énorme. Donc, avant de rentrer dans ces considérations géopolitiques, un message de paix, un message historique, qui est qu'on peut continuer à faire ensemble dans le spatial. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien, avec le contexte géopolitique tendu, c'est sans doute un euphémisme, entre la Russie et les États-Unis dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Et pourtant, vous avez toujours des missions qui partent vers l'ISS avec des astronautes américains et des astronautes russes. Bon, avec quelques difficultés liées au contexte, mais on est encore sur cette preuve que on a, encore à l'heure actuelle d'ailleurs, une assurance vie de la coopération scientifique spatiale internationale à quelques centaines de kilomètres d'altitude qui s'appelle l'ISS. Donc, pourquoi est-ce qu'on retourne sur la Lune aujourd'hui? On reparlera des accords Artemis dans un instant, mais donc Stéphanie et Jean-Luc ont aussi fait une liste des raisons pour lesquelles on retourne sur la Lune. Traduit en termes de politique publique, en termes de géopolitique, les raisons sont triples. Cette fois-ci, on y retourne pour y rester, première raison. La deuxième raison, qui est aussi une raison donc, pratique, on y retourne pour apprendre la suite de l'exploration spatiale, développer de nouvelles compétences clés pour la suite de l'exploration spatiale, avec une base vie qui aura, comme on l'a dit précédemment, et donc je ne vais pas m'aventurer sur des terrains qui ne sont pas les miens du point de vue scientifique, mais avec des équipes d'astronautes qui seront en rotation, qui seront en présence pérenne, en présence durable. Apprendre aussi, et surtout, et c'est le troisième point, et vous verrez que c'est un peu le leitmotiv des nouvelles ambitions lunaires, à tirer parti des ressources locales, avec notamment l'ISRU, donc In Situ Space Resources Utilization. Et donc là, l'idée, c'est qu'on retourne dans l'espace, et notre savoir-faire principal à développer sera celui de tirer parti de la Lune. C'est-à-dire non seulement l'explorer, mais apprendre à l'utiliser. Je dis bien l'utiliser, pas l'exploiter, apprendre à l'utiliser, c'est-à-dire à prendre les ressources sur place, l'eau, les minéraux, et essayer d'en faire des éléments utiles aux missions spatiales. Donc, en somme, y retourner pour y rester, y retourner pour développer de nouveaux savoir-faire, et parmi ces savoir-faire en particulier, celui d'utiliser les corps célestes. En réalité, l'ambition lunaire telle qu'on vous la présente aujourd'hui paraît assez évidente. Le fait est que il y a 5 à 10 ans, la Lune était un petit peu vue comme étant passée de mode. La Lune n'était pas à l'agenda prioritaire des agences spatiales. Et il faut le reconnaître, il y a une raison en particulier qui fait que la Lune est revenue dans l'agenda géopolitique, c'est la concurrence, quand même, enfin la concurrence en tout cas, la perception américaine d'une concurrence américano-chinoise vis-à-vis du lunaire et la volonté annoncée du président Trump à l'époque de vouloir remettre les États-Unis sur la Lune à un horizon temporel assez ambitieux, en tout cas en son temps, 2024. Je vous avoue que en tant que juriste, j'ai toujours été assez étonné des délais, en tout cas. Bon, je sais qu'il y a une dimension politique dans le choix des dates d'émission, mais je me demande si les ingénieurs parfois croient quand même aux dates, parce que 2024, à l'époque où Donald Trump annonce la volonté de remettre les Américains sur la Lune, ça fait quand même un peu court. Et la preuve, c'est qu'on est en 2020, enfin on est fin 2023, et on n'en est qu'à Artemis 1. Donc, tout ça pour dire que la Lune, en fait, est revenue très récemment dans les agendas politiques des agences spatiales et des États. Et ce qui, en fait, aussi fait de cette ambition une ambition à justifier d'autant plus, parce qu'elle paraît très naturelle comme ça, mais elle ne l'est pas du tout. Dans un contexte actuel, qui est le contexte géopolitique qu'on connaît, le contexte environnemental et climatique qu'on connaît, expliquer par ailleurs aux citoyens qu'on va dépenser des budgets spatiaux assez conséquents pour retourner sur la Lune, ça coule pas de source. Donc c'est d'autant plus important de le justifier et de le justifier bien. Et ça, j'y reviendrai après, c'est tous les enjeux d'acceptabilité. Mais avant ça, le contexte géopolitique. Sur le contexte géopolitique, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a 2 gros blocs de missions. Pour l'instant, on assiste à un retour de la logique de blocs dans la géopolitique spatiale. Espérons que ce soit une phase transitoire et qu'à terme, on arrive à davantage de coopération. Mais le fait est qu'on a 2 blocs. Un premier bloc qui est le bloc donc, des accords Artemis, donc qui est le bloc partenaire des Américains. Et donc, le programme Artemis, qui est le programme lunaire américain, donc, s'est doté assez rapidement d'un mécanisme assez ambitieux d'accords bilatéraux, qui sont donc les accords Artemis, où on est sur les Américains proposent à des États partenaires de signer ces accords. Ces accords contiennent un ensemble de principes qui sont des principes clés pour explorer en commun la Lune. Donc, on a des principes notamment sur les ressources et les safety zones, donc les zones de sécurité. Et donc, en contrepartie de la signature de ces accords, certains États négocient aussi
une participation plus accrue au programme Artemis. Donc on a ce premier bloc artémisien, et ce qu'il faut vraiment retenir pour ce bloc-là, c'est qu'on a à la fois un programme spatial, le programme Artemis, et un programme d'accords bilatéraux. Donc à l'initiative scientifique et technologique, s'est ajoutée une initiative juridique. Et donc en face de ce bloc, on a donc l'autre bloc qui est le bloc ILRS, donc International Lunar Research Station, qui est le bloc russo-chinois mais à dominante chinoise, qui lui aussi vise le pôle sud de la Lune, qui vise lui aussi à tirer parti en tout cas de l'utilisation du corps céleste, et qui se trouve donc en tant que bloc d'en face. Ce qu'il faut bien comprendre, et on en arrive au droit, c'est que pour la géopolitique spatiale actuelle et pour le droit de l'espace actuel, on est dans une situation assez tendue. Ça fait quelques années que les négociations multilatérales qui permettraient de déboucher un nouveau traité sur l'espace sont bloquées. Et donc, on a un problème de gel des négociations internationales. Mais ce gel des négociations internationales ne doit pas forcément nous inquiéter dans l'immédiat, puisque de la guerre froide, on a hérité de 5 grands traités spatiaux. Et donc ces 5 grands traités spatiaux qui ont été négociés sur une base quasi bilatérale entre les Américains et les Soviétiques, avec quand même la participation de certains d'autres États, mais en tout cas dans le cadre des Nations Unies. Et donc pour faire la liste très rapidement, on a le traité de l'espace, que vous entendez régulièrement citer dans les médias. Ce traité de l'espace qui date de 1967 est la constitution, en quelque sorte, la constitution de la coopération spatiale internationale. On trouve dedans les grands principes du droit de l'espace, qui sont la liberté d'accès à cet espace, le principe de non-appropriation, le principe de responsabilité des États et le principe d'immatriculation et de compétence des États vis-à-vis des objets spatiaux qu'ils ont à la fois autorisés et immatriculés. Donc ce traité de 67 est véritablement fondamental et c'est de lui que dérivent ensuite les 4 autres traités qui sont assez rapidement un traité sur le retour des astronautes et des objets spatiaux, un traité sur la responsabilité, un traité ensuite sur l'immatriculation, et enfin le tout dernier, qui est l'accord de 79 sur la Lune, qui fait partie de ces 5 grands traités, mais qu'on doit tout de suite mettre de côté pour une raison simple, qui est que quand en 79, les États acceptent de faire un accord sur la Lune, au moment où cet accord est ouvert à la signature, il ne va pas être signé par les États-Unis, l'URSS, et ni d'ailleurs par aucune autre puissance spatiale d'importance à l'époque, à l'exception peut-être de la France, qui l'a signé mais pas ratifié. Et donc, peut-être pour les non-juristes, pour qu'un accord, pour qu'un traité en tout cas, ait des effets pleins de droit vis-à-vis des États parties, il faut à la fois qu'ils le signent et ensuite qu'ils le ratifient. Pour le faire simple, c'est une deuxième signature qui renforce l'engagement. Donc, on a un accord de 79 sur la Lune qui pose les règles de base pour la coopération et la présence des États sur la Lune et les autres corps célestes, mais cet accord n'a pas de valeur politique. Il a une valeur juridique, il est en vigueur, mais il n'a pas une valeur politique suffisamment forte. Et pourquoi est-ce que les Américains et les Soviétiques ne l'ont pas signé à l'époque? C'est tout simplement parce que l'article 11 de ce traité nous affirme que la Lune est un patrimoine commun de l'humanité. Ce qui à l'époque n'a pas véritablement la même signification qu'aujourd'hui, mais ce qui veut quand même dire que pour un patrimoine commun de l'humanité, les États doivent se mettre d'accord pour un régime d'exploitation collectif de ce patrimoine commun. C'est-à-dire que la Lune n'appartient non pas aux États, elle n'appartient même pas non plus à personne, elle appartient à l'humanité tout entière, et du fait de cette appartenance collective, on a l'obligation de développer un régime d'exploitation, un peu d'ailleurs comme on l'a fait pour les fonds marins. Voilà en tout cas pour le paysage juridique, donc on comprend bien qu'on a un même objectif, le pôle sud, on a des États ou des blocs qui sont en tout cas pas dans un esprit de coopération le plus immédiat, et un paysage juridique assez incertain. Et donc, quelle est la place de l'Europe dans tout ça? Pour la petite anecdote, ce panneau existe, il se trouve en Corrèze, si jamais vous le cherchez. Ce qui fait qu'en fin de compte, le chemin le plus court vers la Lune, du point de vue astrophysique, se trouve en Corrèze. Donc, la question qui se pose sur l'engagement lunaire européen, et qui est la stratégie qui est proposée par le groupe Objectif Lune de la NRT, c'est de rappeler un principe de base, que le spatial, c'est l'association de la science et de la compétence. Et qu'à partir du moment où 2 blocs d'États, un bloc russo-chinois et un bloc américain et partenaire, décident d'aller sur la Lune, nous ne pouvons pas faire comme si la suite de l'exploration spatiale n'allait pas se dérouler là-bas. Et on doit, au nom de notre position géopolitique, de puissance spatiale historique, développer des compétences spatiales afin de se maintenir tout simplement à la table du futur de l'exploration spatiale. Et donc l'Europe doit
parce qu'on a cette position historique, développer un programme lunaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire un programme lunaire à la chinoise ni un programme lunaire à l'américaine. Ça veut justement dire qu'on doit y aller en européen, c'est-à-dire en rappelant 3 choses: que la science est la mère de toutes les ambitions en matière spatiale, que la coopération est au cœur de l'ADN du spatial européen et doit se refléter dans notre stratégie lunaire, et aussi que si on y va, on doit y aller en responsabilité. Et notre continent aujourd'hui, notamment du côté de l'Union européenne, s'est érigé en, peut-être en champion ou en précurseur en tout cas, de l'action environnementale sur le plan technologique et politique, et cette ambition lunaire doit refléter aussi cet élément-là. S'agissant de la coopération, c'est là que ça devient intéressant. Si on y va en tant qu'Européens vers la Lune, et qu'on développe notamment les 2 infrastructures que Stéphanie évoquait, donc l'Argonaut et Moonlight, après tout, si on fournit ces services, on n'a pas à développer nous-mêmes notre programme de vol habité, puisque peut-être que vous ne le savez pas nécessairement, mais dans le spatial, on coopère entre agences service contre service. Et donc si nous, on fournit un service de logistique avec l'Argonaut et un service de connectivité vers la Lune, on peut tout simplement aussi négocier pour que des astronautes européens aillent avec les États partenaires. Donc tout ça pour conclure globalement, aller en européen sur la Lune aujourd'hui, c'est prendre acte de la nécessité de poursuivre la coopération, de poursuivre le multilatéral et d'y aller en responsabilité. Et vous allez peut-être me taxer d'optimisme, mais on peut dire grosso modo que jusque-là, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas si bien géré les efforts en commun, et c'est un euphémisme. Si on a un endroit, un véritable défi où on peut faire les choses différemment et tenter de les faire différemment et tenter de les faire en commun, c'est sans doute la Lune. Et donc, essayons au moins cette fois-ci de ne pas se rater. Merci beaucoup, Alban. Pareil, moment de Q&A. Le chat également, n'hésitez pas à poser des questions en live, puisqu'on y répondra aussi facilement. Voilà, donc petit moment de questions. Est-ce que vous avez des questions sur la politique, sur le droit? Oui. Alors, quand je dis nous et que j'en réfère au traité, c'est les États parties dans le cadre des Nations Unies en négociant ces accords-là. En fait, c'est un peu toute l'ambiguïté du point de vue géopolitique et juridique, c'est que nous, on ne veut jamais dire la même chose. Mais voilà. Le contexte actuel. Voilà. Partir en fait de la réalité que j'évoquais, qu'on va viser le pôle sud de la Lune, qu'on va avoir un problème, qu'on va avoir plutôt la capacité de trouver des règles de cohabitation sur cette zone-là, qui sont une nécessité technique. Il faut savoir que la base américano et partenaire et la base russo-chinoise coûtent suffisamment cher pour que les 2 parties acceptent à un moment donné de se dire, bon, voilà, j'occupe ce point d'ensoleillement-là, avec ce point d'accès à l'eau, vous êtes gentil, mais évitez d'interférer trop dans mes activités, et en contrepartie de quoi, j'interfère pas dans les vôtres. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que l'hostilité naturelle du milieu spatial a même fait à l'époque que les Russes et les Soviétiques et les Américains alors ont réussi à trouver un terrain d'entente. Il faut vraiment tirer parti de la réalité physique locale, des paramètres d'émission, et à partir de là, essayer de trouver ces règles de cohabitation qui sont nécessaires, d'autant plus que l'accord de 79 n'engage pas les Américains, puisqu'ils ne l'ont pas signé, et que l'accord de 79 est quand même assez malade dans la mesure où ces principes ne sont pas reconnus unanimement par les puissances spatiales. Alors c'est très intéressant parce que la réponse c'est ça dépend de quelle perspective vous vous placez. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme l'article 2 du traité de 67, qui pose un principe de non-appropriation, était ambigu dès le début, certains États, en particulier les Américains et les Luxembourgeois, ont décrété qu'ils pouvaient être en droit national, donc pas en droit international mais en droit interne, consacrer des droits de propriété sur les ressources spatiales. Donc les Américains le font depuis 2015, et les Luxembourgeois depuis 2017. Ce n'est pas les seuls, mais c'est les 2 cas assez typiques. Alors comment ça fonctionne? C'est une construction intellectuelle qui consiste à dire que la surface d'ensemble est non appropriable, article 2 du traité de 67, mais que
imaginons que la souris soit un caillou lunaire, donc le bureau et la surface et la souris sont un caillou, le caillou en lui-même, la souris, est appropriable. Donc je n'ai pas de titre de propriété sur l'ensemble, mais j'ai un titre de propriété sur la ressource que j'ai extraite. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ça dépend vraiment de la perspective dans laquelle on se positionne, sachant que cette reconnaissance de droit de propriété en droit interne, elle ne fait pas non plus l'unanimité. Alors, la question de est-ce que Mars, il y a eu des négociations politiques, je vous avoue que moi, pour l'instant, mon domaine de compétence s'arrête derrière la Lune. Donc pour Mars, je n'ai pas la réponse et je n'ai pas envie de dire ni oui ni non et donc dire une aberration. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la question. Sur la question de la propriété des ressources, j'ai déjà répondu. Sur la question de SpaceX, il ne faut pas oublier que même quand on dit New Space, l'État n'a pas totalement disparu du spatial. C'est un peu la caricature qu'on en fait dans les médias, que le New Space voit l'État s'effacer, on assiste à une privatisation accrue, une commercialisation accrue. Oui, mais il n'empêche que l'opération spatiale en elle-même reste autorisée par un État qui assume du point de vue du droit international sa responsabilité. Et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier que ce New Space privé dépend aussi grandement de l'investissement public, et notamment dans le cas de SpaceX, de la commande publique. Donc l'État ne disparaît pas du spatial, reste présent, et ça, faut vraiment le mettre en avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et d'ailleurs, c'est un peu une opposition caricaturale d'opposer un nouveau spatial privé à l'État et à un vieux spatial. On n'est vraiment pas sur cette dynamique-là. En fait, le parallèle le plus immédiat, il n'est pas tellement à faire avec l'Antarctique, mais davantage avec la haute mer. Et là, en fait, le droit de l'espace, au même sens que, exception faite des fonds marins, donc le droit de la mer et le droit de l'espace, pour l'instant, ont cet héritage historique commun d'être des droits de la navigation. Donc c'est ça où aussi la Lune vient considérablement modifier la façon dont on appréhende le droit de l'espace, c'est que cette fois-ci, il y a un sol à nouveau. Enfin, on y est déjà allé sur la Lune, mais la présence d'un sol fait qu'on passe d'un droit de la navigation à un droit de l'occupation. Et donc, nécessairement, la logique change, parce que sur un droit de la navigation, vous garantissez, comme je dis, la liberté, la non-appropriation de la zone dans laquelle vous naviguez. Sur un droit de l'occupation, vous avez de la coordination de voisinage à gérer. Enfin, ça, on le fait déjà avec les orbites, avec les fréquences, mais encore plus quand on a un sol. Et donc, la comparaison est là, c'est que le droit de l'espace, qui est grandement inspiré de principes de droit de la mer, il y a quand même des limites où globalement l'analogie s'arrête, mais on a quand même un héritage historique intéressant. La présence d'un sol, une fois qu'on va retourner sur la Lune, risque en tout cas de séparer l'esprit du droit de la mer et l'esprit du droit de l'espace. En tout cas, la limite de l'analogie entre l'Antarctique et l'espace s'arrête là où l'article 2 du traité de 67, de toute façon, pose un principe de non-appropriation nationale par tout moyen. Donc, en tous les cas, on a cette réponse-là. Les Américains ne peuvent pas arriver sur la Lune et revendiquer une portion territoriale de la Lune. Pas en tant que souverain. Mais en revanche, au nom du principe de non-interférence et des safety zones, ils peuvent tout à fait expliquer « je suis là, n'interférez pas ». Tout le problème du droit international. Alors, est-ce qu'on a été confronté aux foudres des écolos ? Je pense que, bon, au vu de, si vous me permettez, au vu de la tournure de la question, je me doute de la tournure de la réponse attendue. Je pense que ce serait une illusion à la fois des entreprises et des agences spatiales de faire comme s'il n'y avait pas le contexte contemporain du point de vue climatique au moment où on envoie des missions dans l'espace. En fait, l'enjeu n'est pas tellement de est-ce qu'on n'en envoie pas, ou est-ce qu'on y va, ou est-ce qu'on n'y va pas, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on communique différemment sur le pourquoi, stratégiquement, on a décidé d'y aller. L'enjeu ensuite, une fois qu'on a compris que c'était d'autant plus important de renforcer la légitimité de ces missions dans le contexte actuel, c'est-à-dire de vraiment mieux s'expliquer auprès du grand public, qui investit dans un État démocratique dans le spatial, par le biais de la contribution publique et fiscale à ces grands projets. Maintenant, une fois qu'on a expliqué le pourquoi, ça ne nous empêche pas de repenser la façon dont on y va. Alors, là, pour le coup, je laisserai peut-être Stéphanie et Jean-Luc répondre sur les aspects ingénierie. Nous, ce qu'on promeut, par exemple, côté ANRT, on a lancé un travail sur la durabilité des stratégies lunaires. L'enjeu, c'est de dire que, quitte à y aller, parce que géopolitiquement, il y a ce contexte qui fait qu'on a besoin de développer ces compétences spatiales,
autant mettre comme principe architectural du programme lunaire ce qui était pour l'instant accidentel, à savoir les bénéfices terrestres du développement technologique spatial. C'est-à-dire rendre utile à la Terre, au travers d'un renforcement du lien Terre-Lune, les missions spatiales développées. Mais encore une fois, on ne peut vraiment pas faire l'économie de se poser la question de quelle est la légitimité de cette ambition dans le contexte actuel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur la foudre écologique. D'anciens étudiants d'ISAE Supaéro qui travaillent dans le cadre d'Aérodécarbo un rapport sur la question de la décarbonation du spatial, de la même façon qu'ils l'ont fait pour l'aéronautique. Donc il y a une réflexion, notamment chez les jeunes ingénieurs, qu'il faut saluer et qu'il faut encourager aussi sur la question voilà, de ce que vous évoquez, en fait, la compatibilité entre cette époque et les nouveaux projets spatiaux. Et c'est effectivement au centre des préoccupations que l'on conduit en recherche au sein de mon équipe du SACLAB, c'est que la question de l'impact environnemental des missions spatiales, elle est au cœur de nos réflexions. Nous, on est convaincus de l'intérêt scientifique, de l'intérêt sociétal des activités spatiales. Et donc, c'est pour ça qu'on conduit de la recherche pour transmettre de la connaissance et poser des questions pour aider les gens qui ensuite prennent les décisions. Donc, tant mieux si vous vous en préoccupez. Et par rapport à la foudre des écolos, je dirais que c'est une question, enfin, je fais beaucoup de conférences, pas que à l'école, mais largement, et c'est vrai qu'on me questionne beaucoup sur cette problématique-là. Et j'essaie d'apporter des éléments de se poser en relatif. Toutes les activités humaines, de toute façon, ont un impact sur notre planète. Et comme le soulignait Alban, c'est quand on fait des choix, il faut pouvoir les justifier et les expliquer de manière pédagogique pourquoi on a fait ce choix-là plutôt que celui-là. Au niveau, nous, on travaille au niveau européen à minima, quoi, et donc on engage. Oui, ça arrive qu'on ait des gens qui nous fassent ces remarques-là. Tout à fait. C'est le couple classique en droit international face à un espace international entre liberté et responsabilité. C'est justement parce que c'est un espace libre, sans souveraineté, que nécessairement les États engagent leur responsabilité internationale sur les opérations qu'ils autorisent. Donc, en fait, il faut aussi comprendre le poids de cet engagement de responsabilité internationale pour l'État, qui explique aussi ce souci de réglementer et d'autoriser les opérations spatiales ou non. Donc, l'enjeu, il est là. On est un espace international, on a une liberté, donc on a aussi une responsabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu de façon... Merci beaucoup. Merci à tous. On va clôturer. Donc écoutez, merci d'être venu à l'ISAE Supaéro pendant ces journées portes ouvertes. On espère qu'on vous a apporté des questions, on vous a apporté des réponses, on va donner un petit peu d'inspiration. Pour les alumni qui veulent participer au dîner qui suit, on se retrouve dans le hall juste après. Et à bientôt à l'ISAE Supaéro.